Bonjour à tous, bienvenue pour ce live sur les tendances événementielles 2024. Alors 2024, on le sait, ça va être l'année événement avec un grand E. Bien évidemment, je vous parle des JO et de son cortège d'événements sponsors et partenaires. On sait que cet événement va avoir un impact significatif sur notre filière événementielle. On s'interroge sur notre capacité à pouvoir fournir les ressources en matériel et en personnel pour faire face. Alors aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Mais moi, je suis persuadée qu'on a prouvé par le passé que notre filière est capable de se réinventer, de s'adapter, d'être créative. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que ces Jeux olympiques vont être une grande fête pour tous les Français, mais aussi pour nous tous, professionnels de l'événementiel. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des JO, du coup, mais j'ai envie de vous parler des enjeux, j'ai envie de vous parler des évolutions, voire des révolutions que notre filière est en train de vivre et comment ça va se passer, comment ça va impacter vos événements en 2024. Cette année 2024, pour moi, ça va être l'avènement des nouveaux standards. On a un métier qui s'est peu transformé pendant 20 ans, et là, depuis 5 ans, c'est le grand chamboulement. C'est-à-dire qu'on a intégré toutes les considérations environnementales et responsables. On a eu plein de nouveautés technologiques à intégrer. On a créé quelque part les événements digitaux, les événements hybrides. Ensuite, on a eu le métaverse. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Notre métier change et c'est tant mieux. Ça nous offre plus de créativité, plus d'adaptation. Il faut s'adapter à nos participants. Il faut s'adapter à ce qu'on est en train de vivre, à tous ces changements. Donc j'ai envie qu'en 2024, on arrête de dire on fait comme avant. Avant, on faisait comme ça. Maintenant, il faut intégrer ces changements et il faut intégrer ces nouveaux standards. Ça veut dire qu'un événement présentiel, ça devrait être la base et ça ne devrait plus être une idée créative. Un événement avec un parcours sur mesure, ça devrait être la base et pas une complexité logistique. Et enfin, un événement éco-conçu de la même manière, ça devrait être la base et pas un choix engagé. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc comment on va atteindre ces nouveaux standards? C'est ces pistes de réflexion que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui et dont on va parler avec nos différents intervenants. Donc pour commencer, je vous propose de découvrir tout de suite derrière moi le sommaire et les 4 grandes tendances qu'on va évoquer ensemble. Alors on va parler de plein de choses, mais ces 4 grandes tendances-là seront le pilier de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur ce plateau, il n'y a pas de table ronde. Pour le moment, je n'ai pas d'intervenant avec moi. J'ai justement voulu quelque chose de beaucoup plus engageant, où vous allez être, vous, acteurs, quelque part, spectateurs, bien évidemment, mais vous allez aussi être le décor de cet événement. Je vous laisse le découvrir juste derrière moi. Alors, on va vous voir. Moi, je vous vois, vous vous voyez entre vous et je trouve ça assez formidable de pouvoir vous voir. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil, voir si je reconnais des visages. Bonjour tout le monde. Alors, ça s'affiche au fur et à mesure. Moi, je trouve ça super. On va avoir une belle photo de famille de notre secteur et c'est plutôt une bonne chose pour commencer ensemble cette formidable année 2024. Donc, cette mosaïque que vous voyez derrière moi, la solution sur laquelle vous êtes connectés, c'est la solution SparkUp. Et je vais m'approcher tout de suite de Mathieu Pereira qui est à côté de moi. Salut Agathe. Alors Mathieu, tu as accepté le défi que je t'ai proposé, c'est-à-dire d'être le contact avec l'ensemble des participants. Et j'aimerais bien que tu leur expliques comment ça va se passer pour eux. Ouais. Alors bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur la plateforme SparkUp. Aujourd'hui, comme l'a dit Agathe, ça va être interactif. Alors à votre droite de l'écran, vous avez un petit picto de chat et vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre de chat et de venir discuter avec moi, poser des questions, réagir. J'essaierai de prendre vos questions et les poser aux intervenants. Vous ferez partie du débat. Le timing va être serré, vous l'avez compris, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'intervenants, mais on vous a préparé un petit off à la fin de l'événement. Tout à fait. Et vous pourrez poser toutes vos questions pendant ce off, on prendra un peu plus de temps. Vous pourrez même lever la main pour venir sur le plateau avec nous, nous rejoindre. Pour ça, ça se passe aussi en bas à droite de votre écran, il y a un petit picto pour lever la main. Autre chose, pensez à activer votre caméra pour nous rejoindre ici avec nous et faire partie du public comme si vous étiez en face de nous. Là, on est sur un plateau, mais on a envie que vous soyez avec nous. Vous avez aussi des emojis pour réagir, donc donnez-nous de la force, donnez de la force aux intervenants et réagissez. Et on se retrouve dans le chat. Juste avant qu'on passe à la suite, vous avez vu, vous pouvez interagir avec des bandeaux en overlay sur votre écran. Vous avez été hyper actif dans un nuage de mots. Agathe, j'ai déjà un super nuage de mots là. Pour les participants, en un mot, les tendances événementielles en 2024, ça se passe au niveau de l'écologie, du RSE, l'IA. Ça parle beaucoup d'IA dans le nuage de mots.
Bon voilà, ça donne une bonne tendance de ce qui va se passer pendant l'événement. Je te redonne la main, Agathe, et nous on se retrouve sur le chat. Pas de souci. Donc, vous restez connectés, vous interagissez avec Mathieu. Mathieu m'interrompt dès qu'il a un commentaire, une question, des choses intéressantes à partager. Et il va gérer pour vous ce chat pour que ça soit réellement interactif pour vous aussi. Donc, je vais devancer une première question parce que je sais que vous êtes des professionnels aguerris. Donc, vous allez dire, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils tournent? Eh bien, nous sommes au cœur de Paris, dans le 11e arrondissement, dans un studio, comme vous pouvez le voir, qui est assez immersif, où on peut faire de la XR. Alors, on a choisi de ne pas en faire aujourd'hui, mais c'est possible. Et c'est un studio qui est géré par Multicam Space. Donc, vous allez trouver toutes leurs informations sur le site de l'événement. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse. On est plutôt pas mal ici, Mathieu, non? Ouais, franchement, super. Merci à Multicam Space de nous accueillir. Alors, on passe tout de suite à notre première tendance. Notre première tendance, c'est l'événement vecteur de déconnexion et de reconnexion. Effectivement, on vit dans un monde ultra technologique, ultra connecté, on passe notre temps collé à nos écrans. Et on est aussi dans l'ère de l'IA avec les deepfakes, on ne sait plus trop dissocier le vrai du faux. Et notre événement, lui, il est vrai, il est authentique. Et quelque part, c'est l'ultime célébration de la rencontre humaine au cœur des entreprises. Et cette place-là, je pense qu'elle est incomparable versus d'autres médias comme la publicité et les réseaux sociaux. C'est cette place-là qu'il faut défendre. Et pour moi, c'est notre grande force pour l'avenir. Maintenant, on sait qu'en 2024, comment on va faire pour cette déconnexion? On a envie d'offrir une parenthèse à notre participant pour qu'il se déconnecte de son quotidien et en même temps qu'il se reconnecte avec l'événement, qu'il s'immerge dans l'univers d'une marque, d'une entreprise, et aussi qu'il se reconnecte avec son entreprise et qui se reconnecte avec les autres. On a un besoin de se retrouver, on a un grand retour des besoins de networking. Donc pour parler tout de suite d'événements immersifs et engageants qui déconnectent et qui reconnectent, j'invite à me rejoindre à distance Béatrix Mourer de Magic Garden. Bonjour à tous. Bonjour Béatrix. Alors c'est gentil de nous rejoindre. Je sais que tu interviens depuis la Suède, donc c'est aussi l'avantage d'un événement digital. Donc je t'ai demandé de partager avec nous sur cette question de l'événement qui va aider le participant à se déconnecter et en même temps à se reconnecter. Alors comment on fait pour y parvenir? Bien, effectivement, l'idée de l'événement, l'important c'est de créer une expérience de marque. Marque au sens large, ça peut être la marque corporate, employeur, mais aussi une institution, un territoire. Et pour vivre pleinement cette expérience, il faut effectivement d'abord se déconnecter du quotidien, de nos sollicitations multiples, des millions d'emails qu'on reçoit, des WhatsApp, etc. Et d'offrir finalement une bulle, je dirais, qui est un univers en dehors de la vie quotidienne, une sorte de parenthèse enchantée. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de Magic Garden à la base. C'était l'idée d'emmener les publics dans un univers enchanteur un peu à la Lewis Carroll. Donc, comment on va se déconnecter, comment l'événement va permettre de se déconnecter? Ça va être justement toute la créativité qu'on peut amener dans ce métier en emmenant les participants alors ça peut être un lieu incroyable, ça peut être toute la scénographie qu'on va créer qui fait que même si l'événement a lieu dans son entreprise, on ne la reconnaît pas parce qu'on a créé un univers complètement différent. Ça peut être aussi par le son, ça peut être aussi un voyage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment en tout cas d'emmener les publics dans un univers différent qui va leur permettre déjà, avant de se connecter aux autres, c'est de se reconnecter à soi, pouvoir s'immerger dans le sujet et ensuite ouvrir, entre guillemets, ses chakras et se connecter aux autres. Moi, dans un monde idéal, alors, si on n'avait pas, pour les événements B2C, c'est un peu différent parce qu'on a besoin de la résonance, mais je réquisitionnerais presque les téléphones portables. On a tous vu cette image un peu choquante
du 31 décembre sur les Champs-Élysées, on voyait que des écrans. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper important de laisser son téléphone et de vivre vraiment l'événement, ce qui se passe, quel qu'il soit, déjà avec ses propres yeux avant de le regarder à travers un écran. Je sais qu'il y a, par exemple, il y a des événements en Angleterre qui s'appellent Secret Cinema, où ils vous confisquent en fait votre téléphone à l'entrée, vous le récupérez qu'à la sortie, et du coup, voilà, vous êtes vraiment plongé dans cet univers et vous êtes avec les gens qui sont là avec vous et non pas ceux qui sont pas là en fait, qui sont via les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà, donc bref, pour revenir à ce qu'on disait, notre métier, c'est vraiment de créer ces univers presque parallèles, mais en même temps réels, où on va se connecter aux autres, à leur culture. Et c'est vrai qu'on peut dire, bon, on peut le faire en VR, mais ça va être la différence, c'est que l'expérience est très individuelle en VR. Oui. Alors que là, dans un événement, l'idée, c'est, enfin, je pense que tous, on est heureux, on vit l'événement différemment quand on peut le partager avec les gens qui sont autour de soi. Et et quelque part, c'est un peu ce que vous avez fait récemment sur l'événement que vous avez proposé pour la Samaritaine, pour lequel d'ailleurs vous avez eu un prix, je crois, récemment. Oui, on était très contents d'être récompensés au B Award, qui est une remise de prix internationale. Donc on est en compétition avec le monde entier, donc c'est chouette d'avoir un prix. Pas mal. En fait, pour la Samaritaine, en fait, ce qu'on a essayé, c'est justement d'utiliser notamment les talents artistiques pour créer des univers différents. Alors, il y a plusieurs saisons. La première saison, on était autour de Paris à poil. Donc là, on avait fait intervenir un talent français qui est Charlie Lemindu, qui est un grand artiste capillaire qui s'occupe de Lady Gaga, etc. Et qui a donc transformé en fait l'escalier Magien de la Samaritaine en cette œuvre étrange. Et puis à côté, on fait plein d'expériences à vivre pour les personnes qui sont dans le magasin. Après, on a fait Paris Magic City, où là, on a créé, en fait, on s'est inspiré un peu de ce qu'avaient fait les fondateurs quand ils avaient créé un parc d'attractions. Et en fait, on a recréé un parc d'attractions géant, mais avec une œuvre, une installation numérique géante, avec un artiste, Clément Morin, sur la façade. Et on pouvait vivre en plus en réalité augmentée. Il y avait encore une expérience supplémentaire en partenariat avec Snapchat. Et puis ensuite, à l'intérieur, on vivait on était dans une ambiance de fête foraine avec des machines à pince, des jeux d'arcade, etc. Et enfin, Paris Trompe-l'œil, on voyait des images où là, on a combiné en fait l'intelligence artificielle et la finesse artistique d'une artiste pour imaginer en fait ce que serait une Samaritaine surréaliste, puisque en fait le thème était Paris Trompe-l'œil. Donc avec l'intelligence artificielle, on a créé des visuels immersifs qui étaient représentés par un effet fisheye et intégrés dans des stèles. Donc voilà. Et enfin, on a transformé la Samaritaine pour Noël en palais des gourmandises avec une artiste qui s'appelle Gabbois, où elle a créé un lustre monumental qui a été fabriqué, je crois, à partir de 1800 bonbons et 70 cannes en sucre d'orge. Et après, plein d'expériences avec des bonbons égarés à retrouver dans le magasin, des photographies, un tunnel immersif. Voilà. Puis après, qu'on a décliné aussi sur des pop-up avec Warner Bros pour Wonka. Et un photocall exclusif avec le Père Noël qui avait été imaginé par l'IA et qu'on a créé en vrai. Donc voilà, ce qu'on a essayé de faire avec la Samaritaine et ce qu'on essaye de faire de manière générale, c'est d'amener en fait un supplément d'âme avec l'art, parce qu'on trouve que justement de faire travailler avec des artistes, ça va permettre à la fois de se déconnecter justement du quotidien, parce que d'un coup on est plongé dans un univers artistique. Oui. On l'a même fait pour des événements B2B très sérieux pour Quorum l'épargne, où on a commencé avec un show, une chorégraphie de Sadek
une année, là, cette année avec un ténor. Voilà, ça permet de switcher d'univers. Vous êtes introduit dans un univers artistique. Et ensuite, l'expérience qui va être upgradée avec l'artiste permet aussi d'avoir une expérience plus forte et puis effectivement ça va lui donner plus de résonance ensuite à l'événement. Et après, ce qui est intéressant, donc tu proposais d'enlever les téléphones à tous les participants. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il y a quand même une ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de les déconnecter et en même temps, il y a le souhait des marques d'avoir de la résonance sur les réseaux sociaux aussi, au final. Et oui, c'est tout le paradoxe. Disons que ce serait possible pour un événement interne. Mais c'est vrai que les événements P2C, en fait, c'est le propre de ces événements, c'est que justement l'expérience, l'événement finalement devient du contenu pour les réseaux sociaux, pour les médias. Et c'est vrai qu'on est challengé dès qu'on fait de la brand expérience sur le nombre d'impressions digitales, le nombre de retombées médias. Voilà, par exemple, quand on a fait le Grand Gin Hotel pour Hendrix, il y a 1000 personnes qui ont vécu l'événement. On avait transformé en fait un lieu en une sorte d'hôtel surréaliste, un peu dans un univers à la Wes Anderson. Bon, il y a 1000 personnes qui ont vécu l'événement, mais il y a eu 4 millions de reach grâce aux influenceurs, notamment, qui étaient présents. Tout à fait. Et quelque part, voilà. En fait, par rapport aux différents exemples que tu nous donnes, comme par exemple l'exemple de la Samaritaine, il y a aussi cette réflexion de raconter une histoire immersive, mais une histoire dont on va tirer le fil un peu sur le temps long de l'événement. Et je trouve que ça challenge un peu la vision qu'on a parfois de se dire l'événement one-shot, on collabore avec une agence, un projet, c'est un événement, et puis après les autres, on verra. Moi, je trouve qu'il y a aussi la nécessité, pas que pour le storytelling, on en parlera tout à l'heure, mais d'écrire un peu cette collaboration sur le long terme. Je pense que tu es assez d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. En fait, le fait d'avoir une vraie collaboration sur le long terme, déjà, ça permet à l'agence de bien appréhender les codes, le ton, tous les fondements de la marque. Et ça, c'est vrai que même si on essaye de se plonger un maximum pour un événement, mais c'est vrai que pour bien maîtriser la marque, c'est vrai que voilà, c'est important d'avoir une relation sur le long terme. Et puis aussi pour installer un vrai positionnement. Enfin, par exemple, pour la Samaritaine, ce qui était important, le brief, c'était comment on installe notre positionnement qui est le Happy French Living, le French Twist. Et c'est pas en one shot qu'on va pouvoir, ça y est, tout le monde dans le monde entier, parce qu'en plus là, le public se veut international, tout le monde va se dire ça y est, la Samaritaine, c'est Happy French Living. Non, c'est dans la répétition, ça va permettre de nourrir au fur et à mesure la marque et installer vraiment ce positionnement. Et pour le coup, si on est évidemment nous, maintenant, on connaît bien la Samaritaine, on sait comment décliner. Et ce serait plus dur si on change à chaque fois d'agence, parce que chaque agence va vouloir amener un peu sa touche et on va perdre de la cohérence. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des relations long terme avec des clients comme Google, avec lesquels on travaille depuis plus de 10 ans. Ou parfois même, comme eux, ils ont aussi beaucoup de turnover dans leurs équipes. Finalement, on connaît mieux souvent les opérations et la marque finalement que nos interlocuteurs. Donc c'est aussi ça le côté. Le côté je me connecte avec mes participants, c'est de leur raconter une histoire sur le temps long. Donc c'est bien de le penser comme ça. En tout cas, merci Béatrix pour tous ces bons conseils. Je finirai avec une dernière question. Alors j'avais dit que je n'avais pas parlé JO, mais il y a quand même cette petite curiosité de tout le secteur sur ce qui va se passer. Donc pour vous, est-ce que c'est une année JO pour Magic Garden ? Eh bien, évidemment, et on est hyper content de faire partie de cette grande fête. Alors nous, en fait, on a plusieurs événements. En fait, à la fois, on va travailler pour On Location qui a gagné, c'est une énorme société américaine qui a gagné l'hospitality des 3 prochains JO, dont Paris. Et donc pour eux, on va créer des expériences pour les packages. Alors il y a les packages super VIP, donc on va s'occuper de 2 points pour la cérémonie d'ouverture. On va justement
faire oublier qu'ils sont juste sur un pont sur de la chaussée avec des feux, etc., mais les amener dans un univers, voilà, une sorte de brasserie parisienne pour les plonger dans l'univers très parisien. Ok. On fait aussi là, un clubhouse au Palais de Tokyo. Donc, ils ont privatisé tout le Palais de Tokyo et on va transformer donc, tout l'espace. On va plonger les gens dans une scénographie, des animations autour de l'art et autour de la culture et évidemment des sports. Ensuite, on travaille sur le relais de la flamme. On est très content pour Airbnb, qui est partenaire international. Donc, là, on va activer leur partenariat sur le relais de la flamme. Et aussi, voilà, un projet à venir pour Danone. Et puis, on a encore des AO en ce moment sur les JO. Oui. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que, bien sûr, on n'oublie pas tous nos clients fidèles et que Tout à fait. L'idée, c'est pas de mobiliser, faire uniquement des JO, mais bien sûr de continuer à travailler sur les événements de nos clients, Google, OVH, Mini, etc. Exactement. Je crois qu'on a une question du public pour toi, Béatrix. Une petite question. Alors Béatrix, j'ai posé la question au public, déjà si eux, en tant que participants, ils arrivaient à déconnecter et à vivre pleinement les expériences. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 70% oui. Donc, globalement, ça va. Et tu as lancé un débat sur l'utilisation des téléphones. Je terminerai sur une remarque de Mathias qui nous dit que le téléphone doit être un amplificateur et servir l'expérience et non la dégrader. Tout à fait. On est directement concerné Sparkup puisqu'on a une solution d'interactivité qui fonctionne aussi en présentiel. Les gens peuvent participer avec leur téléphone. Et donc nous, notre objectif, c'est pas de le laisser à l'entrée, mais finalement de le transformer en un outil pour créer de l'échange et vivre l'expérience. Oui, non, mais bien sûr, non, mais je poussais exprès le bouchon. Oui. Mais c'est vrai qu'on est les premiers à utiliser les téléphones. Je parlais tout à l'heure de l'opération qu'on avait fait pour la Samaritaine avec la réalité augmentée, où justement, avec son téléphone, on vivait une expérience amplifiée parce que voilà, l'œuvre s'animait grâce à la réalité augmentée. Donc oui, bien sûr. Mais c'était plus une boutade, c'était pour dire que parfois, bon, voilà, faut pas tomber dans l'excès inverse de ne pas vivre l'événement avec ses sens, parce que voilà, l'immersion, elle est bien sûr visuelle avec les projections 360, mais aussi avec le son, avec le gustatif, l'olfactif, voilà. Et non, mais ça veut dire qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire de ce téléphone pendant notre événement. Au final, est-ce que c'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on va mettre au service de notre contenu et de l'expérience, ou est-ce que justement on vise la totale déconnexion? Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas l'enlever? La question reste ouverte à chacun de décider en fonction des projets. Merci beaucoup Béatrix d'avoir partagé avec nous. Je te souhaite une très belle année 2024. Et nous, on va continuer de parler d'événements immersifs. Bien évidemment, on va continuer à réfléchir sur cette nécessité de se déconnecter du quotidien pour nos participants. Et en fait, le point important, c'est de réfléchir à cette expérience participant. En fait, ce participant, il doit être au cœur de votre événement. C'est pour lui que vous faites un événement. Et quelque part, on parle aujourd'hui un peu plus d'événements choisis que d'événements imposés. Donc, il faut le mettre au cœur de votre processus créatif. Il ne faut plus penser uniquement par le prisme de la marque. Donc, quand on pense participant, on pense immersion, on pense engagement. Et donc, j'invite tout de suite Vincent Bruno à venir me rejoindre pour parler de ces grands thèmes. Bonjour à tous. Alors on va parler d'immersion. Pourquoi, d'après toi, ça fait partie des grandes tendances ? Alors c'est intéressant parce qu'on parlait de téléphone augmenté. L'immersion avant tout, c'est créer une expérience pour le participant, changer un peu la posture du participant pour le rendre le plus actif possible et le plus impliqué dans une expérience. Alors on parle d'engagement, on parle de capter l'attention, on parle de tous ces facteurs-là. Mais surtout ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'ère post-Covid, c'est toute la partie, la notion de présence. Oui. Comment recréer un sentiment de présence? Et un sentiment de présence, avant tout, ça va être comment on va renforcer la connexion humaine, comment on va préserver une interaction finalement plus authentique. C'est pas la technologie vs le présentiel ou le présentiel vs le virtuel. C'est vraiment mettre l'accent sur la valeur du contact humain et de la collaboration et de créer une synergie finalement entre la technologie et l'humain.
Donc ça, c'est vraiment cette dimension qu'il faut regarder sous un prisme un peu différent de juste encore de la technologie ou finalement je suis derrière un écran ou je suis pas derrière un écran. Alors, on a quelques exemples. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'intéresse beaucoup au milieu du gaming, puisque finalement, le gaming a toujours 10 ans d'avance en termes sur le temps réel et sur l'interactivité, sur l'interaction. On voit qu'il y a pas mal de techno assez fulgurantes, assez incroyables qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pika, donc c'est Pixel Code Avatar. On va partager ça dans le chat. Pika, donc Pixel Code Avatar de Meta, où c'est vraiment un casque de réalité virtuelle qui va permettre de retranscrire en avatar, très photoréaliste, 100% des émotions. C'est assez bluffant. On partagera des informations là-dessus. Et ramener finalement la possibilité à un participant d'être dans un monde virtuel, mais tout en étant très, très réaliste. On a pas mal de technologies dans l'e-gaming qui sont en train d'arriver, qui vont descendre en termes de latence, qu'on a tous ces sujets de latence, sous 50 millisecondes. Donc, c'est des technologies open source qui vont arriver sur le marché, où finalement, le temps réel va devenir presque une commodité. Peu importe où je suis, que je sois en présentiel, en distanciel, on va avoir cette possibilité finalement d'être très, très proche du contenu. Tout le monde doit connaître Midjourney. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme générative d'intelligence artificielle où on peut générer des images. Le CEO de Midjourney a annoncé il y a quelques jours qu'on va être capable de créer en temps réel son propre monde. J'ai envie de créer un séminaire sur Mars en temps réel avec des palmiers et mon équipe qui est aux quatre coins de la planète. Je vais pouvoir le faire et ça ne sera pas préprogrammé, ça se fera en temps réel. Et les serveurs aujourd'hui permettent cette force de calcul. Alors, pour ceux qui cherchent à se projeter dans cet effet et qui sont fans de Star Trek, c'est ce qu'on appelait l'holodeck dans Star Trek, c'est-à-dire cette room virtuelle où je vais pouvoir m'entraîner en temps réel. Pourtant, la même génération, Agathe, attention à ce que tu dis. Et puis, plus récemment, même quand on regarde un peu ce qui s'est fait à Vegas ces quelques jours, ça c'est déjà un peu plus connu. On a deux sociétés, on a HoloConnect et Proto-Hologram qui, elles, créent des cabines d'avatar où je vais pouvoir finalement à distance, me télétransporter à distance de manière assez réelle. Donc, c'est vrai que le côté un peu zoom 2D, finalement, va tendre va tendre à disparaître de plus en plus dans les années à venir. On a aussi, pour ceux qui l'ont, d'ailleurs, qui sont sur la dernière version d'Apple, ça fonctionne en live. On a aussi tout le côté émotion, action, icône. Quand vous êtes sur FaceTime ou sur Apple, vous pouvez générer un cœur ou des pouces en haut et vous allez avoir votre vidéo va tout simplement s'augmenter. Et ça nous amène aussi dans un sentiment de présence intéressant puisque c'est un peu ce fameux retour sur engagement, ce retour sur émotion. On va commencer à pouvoir à mesurer un petit peu tous ces feedbacks non verbaux et comprendre un petit peu que je sois présent ou que je ne sois pas présent, finalement, comment finalement je vais pouvoir interagir. Et c'est là où on crée une expérience différente et c'est là où l'immersion intervient. Ce qui est pour ça que je parle bien de synergie entre virtuel et humain, c'est qu'on n'est pas dans encore une nouvelle technologie de plus, mais on est bel et bien dans une expérience de comment on va justement appréhender ces nouvelles technologies pour les intégrer dans notre contenu. C'est ça, c'est comment, là on parle à des organisateurs d'événements, donc comment potentiellement toutes les technos dont tu parles et ce sentiment d'immersion, on va aller le chercher nous dans nos événements, que ça soit sur du digital, de l'hybride ou du présentiel. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça s'applique sur l'événementiel. Nous, on voit aussi que récemment, il y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes de trend et de tendance. On a eu un peu l'ère post-Covid très présentiel et là, on a de plus en plus distanciel, voilà, venu au présentiel. Exactement. Et on a de nombreux clients aujourd'hui qui ne sont plus dans l'attente. À l'époque, on dupliquait finalement. On se disait, bon, voilà comment je fais mon événement présentiel, comment je vais le faire en virtuel. Et aujourd'hui, en fait, les clients sont à la recherche, surtout dans le corporate, d'événements presque plateau télé, show télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux mon studio, j'ai déjà la maturité d'un studio. De nombreux corporates aujourd'hui s'équipent de leur propre studio, où on a des espaces comme Multicam aujourd'hui, Space, qui proposent toutes ces technologies, qui deviennent accessibles finalement pour un client qui a envie de pouvoir créer un espace beaucoup plus hybride. Et il va y avoir cette maturité. Et à l'inverse, tous les espaces de conférences et les lieux événementiels deviennent beaucoup plus tech-friendly. On se rend compte de plus en plus que les espaces et les lieux s'équipent de plus en plus. On a de plus en plus de techno. Je ne vais pas aller jusqu'à la sphère, Las Vegas, dont on a tous entendu parler ces derniers jours, où là, vraiment, on est dans des investissements colossaux. Mais en tout cas, que ce soit présentiel, pour faire du présentiel augmenté ou qu'on soit dans une expérience hybride, on a vraiment maintenant la possibilité et le développement des deux côtés. Oui, et tu vois du coup des clients aussi qui s'équipent de studios qui vont beaucoup plus loin aussi sur leur manière d'intégrer ces événements. Et tu me disais aussi pendant qu'on préparait cette interview que toi, de ton point de vue, tu as beaucoup de retours de demandes sur de l'hybride, des très gros hybrides. Je crois que ça, c'est une tendance aussi qui est de retour. Je prends un exemple concret, Decathlon, qui est un de nos clients, avec qui on a commencé à travailler il y a 1 an ensemble. Aujourd'hui, ils ont leur propre studio, leur propre équipe technique, et ils font des événements régulièrement de 4-5 000 personnes, des formats d'événements en hybride, des formats qu'il n'y avait pas du tout auparavant. Ils le font en autonomie.
ils veulent cette qualité, ils veulent pouvoir avoir cette qualité entre guillemets broadcast, hein, le terme un peu générique, mais en tout cas une qualité plutôt studio, plutôt plateau télé. Ouais. Et ça, c'est vraiment une tendance, on le voit vraiment sur la fin de l'année, on l'a vu même en début d'année, sur tous les vœux, avec des entreprises de 10, 15, 20 000 personnes, des masses, vraiment des événements avec de nombreuses personnes. On n'avait pas du tout cette taille d'événements auparavant. Donc on sent vraiment cette tendance de je vais pouvoir avoir cette possibilité maintenant de démultiplier mes audiences, augmenter mes audiences, qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient en distanciel. Et de garder ce côté immersif, qu'on soit physiquement là ou dans un autre lieu, en créant justement ces fameux hybrides multisites qui sont intéressants pour ça, pour la double expérience en fait. Sachant qu'en plus 65% de notre communication est non-verbale, à un moment, comment je vais me sentir impliqué? L'implication, elle passe par le non-verbal, elle passe par cette possibilité de mesurer un petit peu les feedbacks non-verbaux. Là, on va pouvoir mesurer en temps réel un petit peu les émotions des gens sur cet événement et des participants. Donc l'implication, elle est là. C'est quelle est l'expérience pour mon participant dans le cadre du live, quoi. Donc, ouais. On parle de nos participants, peut-être que Mathieu a un petit retour à nous faire. Comment ça se passe? Absolument, alors c'est intéressant, déjà tu parlais des formats et on voit que le format présentiel il revient en masse avec 68% des gens qui nous suivent qui privilégient ce format. Okay. Et on a quand même un bon 30% qui fait de l'hybride aussi. Donc un intérêt d'élever le niveau de qualité. Et justement, quand on parle de ce niveau de qualité, on a 47% de notre public qui collabore aujourd'hui avec des studios professionnels pour la prod. On en a 21% qui, eux, ont investi carrément dans un studio in-house, comme nos clients chez Decathlon. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a dans le chat? On a Mathias qui nous dit qu'un événement doit être hybride, pouvoir se vivre à la fois en physique, présentiel. N'hésitez pas à réagir dans le chat d'ailleurs pourquoi vous privilégiez le format présentiel en ce moment et comment vous prévoyez de faire évoluer le niveau de qualité de vos formats hybrides ou virtuels. Comme l'a dit Vincent, c'est intéressant, on voit que les événements assez descendants où il y a beaucoup de latence aussi. Peut-être Vincent, tu voulais nous parler un peu de latence de la vidéo et comment le temps réel ça peut aider à créer de l'immersion. J'en parlais un peu tout à l'heure, en fait, dans les gaming, il y a pas mal de technologies open source qui sont en train d'arriver, où on va descendre sous 50 millisecondes. Donc, c'est-à-dire, finalement, ça va devenir une vraie commodité. On ne parle pas de technologie dans 5 ans, ces technos qui vont sortir cette année, où finalement, toutes ces technologies qui sont dans le jeu vont devenir accessibles pour l'événementiel. Ça devient accessible parce que tout le monde s'y intéresse. Et ça va être des technologies qui vont nous permettre, finalement, peu importe où je me trouve, de limiter toute cette friction qu'on va avoir entre la latence, entre l'interaction en temps réel. On est dans un monde temps réel. Les applications génératives et toute l'intelligence artificielle, on va vers du temps réel et l'événementiel va bénéficier indirectement de toutes ces technos qui sont en train d'arriver et ça va très vite. Ça va très très vite. D'ailleurs, il y a pas mal de sujets sur l'intelligence artificielle où je ne vais rien spoiler. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais c'est là où justement, voilà, cette friction va disparaître et ça devient accessible. Et donc, en fait, ça veut dire que je vais pouvoir, moi, me permettre en tant qu'organisateur, finalement, peu importe où se situe mon événement, d'avoir cette flexibilité pour pouvoir réaliser ce genre d'expérience. Donc c'est important de parler d'expérience. L'immersion avant tout, c'est une expérience. Oui. Comment je capte l'attention, comment je recrée un sentiment de présence, comment je donne cette possibilité de changer cette posture de participant passif à un participant actif, être acteur de ce que je fais, que je sois en présentiel ou que je sois en distanciel. Et du coup, là, on parle beaucoup d'immersion par la technologie, mais Béatrix en parlait un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas que la technologie pour créer de l'immersion. Il y a les émotions, il y a les sensations qu'on va vivre lors d'un événement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite une petite vidéo. On a demandé à Benoît Tristram, qui est concepteur-rédacteur, mais aussi planeur stratégique, de nous partager les grandes tendances un petit peu de société et comment ça va avoir un impact sur nos événements et ce côté immersif. On regarde ça tout de suite. Si on regarde un peu les tendances de société, parce qu'il faut repartir de là, on vit une succession de crises. Crise sociale, sanitaire, environnementale, économique, énergétique, identitaire, migratoire. Ça fait un paquet. Et en plus de ça, c'est doublé d'un sentiment de finitude, la fin de l'insouciance, la fin de moi, difficile, la fin de l'autorité, si on regarde ce qui se passe au niveau politique, voire même la fin de l'abondance, avec tous les discours autour de la RSE, etc. C'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet Nelly Rodi. Et donc, si on tire un petit peu ça, il y a forcément cette tendance de, comme c'est difficile à l'extérieur, 2024 sera forcément cocooning, avec un nécessaire retour au calme. Donc la question, c'est comment ça se traduit en événementiel. Ça se traduit par l'immersion et par les solutions immersives. Si on regarde ce qui se passe depuis septembre 2023, on sent qu'il y a une accélération sur ce domaine-là. Je pense notamment, par exemple, à des expériences comme Éternel Notre-Dame, où on se balade dans Notre-Dame
et tout en virtuel avec du casque VR. Je pense à des pièces de théâtre immersives, notamment une qui joue à Paris, qui s'appelle Denali, où on est acteur de la pièce et ça crée vraiment des succès. Sur d'autres cas, je pense à Onio avec leur solution, leur expérience immersive, l'Arbre au Soleil, qui est une solution complètement low-tech, où les personnes sont connectées, les yeux fermés, avec de la lumière et avec des casques qui permettent d'avoir du son spatialisé, donc hyper intéressant. Et puis, c'est toute l'explosion des ateliers type Atelier des Lumières, de toutes ces expos-là, ou des restaurants immersifs comme Ephéméra à Lyon ou à Paris. Ce qu'on comprend, c'est que ce sentiment d'immersion, du coup, il peut être créé par la techno ou par ce côté immersif autour de l'émotion. Quelque part, ça nous amène à nous interroger quand même sur cette question des parcours ultra personnalisés, de l'expérience de nos participants. Est-ce que du coup, ce côté parcours ultra personnalisé, c'est quelque chose qui amène l'immersion au final, selon toi? Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, créer une expérience qui touche directement un participant dans son individualité, finalement, c'est là où aussi on va créer de la réaction. Et j'aime bien parler un petit peu de data, parce que plus on va créer ce format d'immersion et d'immersivité, plus on va pouvoir mesurer les feedbacks non-verbaux, plus on va pouvoir sentir un peu le pouls de son audience. Et c'est là où finalement le contenu, la personnalisation et l'expérience vont faire en sorte qu'on va avoir un retour. Donc moi, ça fait des années qu'on parle de retour sur engagement, retour sur émotion. Et je trouve qu'on est en train d'y arriver, puisqu'en fait, les technologies vont nous permettre à un moment de dire, tiens, à tel moment, on a eu une baisse d'interaction, une baisse d'engagement. Donc c'est là où je pense que la personnalisation va faire partie dans les tendances de l'expérience clé pour le client. Tout à fait. Et cette personnalisation, du coup, ce parcours personnalisé, on peut utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle pour le créer. On va regarder tout de suite l'avis de Benoît sur cette question des parcours personnalisés. Concrètement, en événementiel, comme partout ailleurs, l'IA va offrir des solutions, et elle offre déjà des solutions personnalisées et efficaces pour les parcours des participants. Prenons l'exemple de ChatGPT, ça me permet de générer des invitations et des lettres d'envoi à chacun en fonction de chaque parcours, chaque typologie de participants. Ça, c'est, en plus de ça, on va avoir une explosion de l'utilisation de la donnée parce que la récolte sera facilitée notamment par les EMS. Et ça va permettre d'améliorer notre efficacité à nous, organisateurs, chefs de projet en tête. Ça va presque transformer la manière dont on exécute les événements. Elle va nous permettre de nous augmenter, d'être en même temps plus productifs, plus efficients, plus créatifs. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre de dégager du temps. Et donc ce temps, cette valeur qu'on va avoir, on va pouvoir la réinjecter pour mieux personnaliser les expériences, mieux personnaliser les parcours. Bref, avoir plus de temps de conseil et d'accompagnement auprès des participants. Alors, immersivité, parcours ultra personnalisé, c'est les deux points importants qu'on doit retenir de cette deuxième tendance. Merci beaucoup, Vincent, merci de nous avoir accompagnés. Avant de passer à la tendance suivante, Mathieu, est-ce que tu as un petit retour de notre public? Écoutez, cher public, il y avait un super nuage de mots et je pense qu'il y a un consensus assez clair sur le fait que c'est au niveau du programme, en tout cas pour nos participants, pour notre audience, que la personnalisation se joue pour créer de l'immersion et vraiment engager les participants. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans le chat si vous avez d'autres idées. Merci à vous. Alors on va enchaîner tout de suite. Il est temps de passer à notre deuxième tendance. Alors l'événement responsable, on va bien être d'accord tout de suite, c'est tout sauf une tendance. En fait, un événement éco-conçu, comme je le disais en introduction, ça doit être la base et ce n'est pas forcément un choix. Alors je sais qu'il y a des questions budgétaires qui se posent, que l'inflation fait que le coût de nos événements a augmenté de en moyenne 20 à 30% récemment, que se dire je vais faire récupérer mes décors à l'issue de mon événement, ça vient aussi imputer mon budget, de faire récupérer les surplus alimentaires, c'est aussi un investissement.
Alors, comment on fait au final? Moi, ma conviction, c'est que cet événement responsable, ce n'est pas une réflexion one-shot, ça doit être une réflexion stratégique. On ne doit pas prendre ce genre de décision à l'échelle d'un événement, mais à l'échelle de tous nos événements annuels pour justement lisser notre impact, pouvoir, quand on crée de la décoration, s'interroger comment on va pouvoir la réutiliser, quand on fait des investissements spécifiques en matériel, comment on va pouvoir les lisser sur l'année. Il faut qu'on ait aujourd'hui une vision beaucoup plus globale et sortir de ce côté one-shot, je définis en fonction de mon événement ce que je vais faire. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit point sur cette transition écologique qui est celle du secteur événementiel. Et donc, on va se connecter avec Béatrice Istam de Green Événements pour faire un petit point d'étape sur ce qui va se passer pour notre secteur en 2024 sur la question de l'événement responsable. Béatrice va nous rejoindre dans très peu de temps. Elle est là, elle est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, on a beaucoup parlé en 2023 de l'impact carbone. C'était un des grands sujets. Tu as lancé le calculateur Climate, qui est un calculateur dédié aux événements. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sur le marché. Aujourd'hui, quel retour vous avez? Est-ce que ça change vraiment la donne sur les événements qui les utilisent? Qu'est-ce que ça apporte à nos organisateurs, ce calculateur et cette question de l'impact carbone? Bonjour Agathe, bonjour à tous. Donc effectivement, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que Climate existe, que la plateforme est en ligne et utilisée, et on commence à avoir un volume suffisant d'utilisateurs et de nombre d'événements évalués pour commencer à avoir effectivement des retours, puisqu'on a plusieurs centaines d'événements évalués. Et donc on a des retours aussi bien de la part des marques, des annonceurs qui utilisent pour leurs événements, que des retours de la part des revendeurs agréés Climate, qui sont les agences événementielles, des lieux événementiels, des traiteurs, des standistes qui utilisent Climate pour proposer donc une prestation à leurs clients de connaître soit une partie, soit l'empreinte carbone globale d'un événement. Donc l'ambition de Climate, c'est non seulement de travailler sur cette connaissance, de connaître l'empreinte carbone, mais c'est aussi et peut-être surtout de pouvoir la piloter et donc la réduire, parce que c'est bien ça l'enjeu, et de pouvoir le montrer et le démontrer de manière très tangible. Alors, ce qui ressort en fait de ces retours d'expérience et de ces différents calculs, on va dire qu'il y a 3 gros sujets. Le premier, il est assez concret, c'est déjà ça permet de répondre aux exigences légales, vu qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que, alors notamment les grandes entreprises sont soumises à des exigences, par exemple en termes de reporting carbone, avec la directive européenne CSRD, donc qui veut dire grande entreprise soumise, veut dire par effet ricochet l'ensemble de la chaîne, et donc le fait d'utiliser, de connaître cette empreinte carbone permet déjà de répondre à cette exigence légale. Le deuxième point, c'est qu'on nous dit finalement, ça fait quelques années qu'on s'était lancé dans des démarches d'amélioration, d'impact, d'événements responsables, mais on avait du mal à communiquer avec nos parties prenantes de manière assez tangible. Et là, le fait d'avoir des chiffres, qui sont des chiffres de résultats, mais aussi des chiffres de diminution, on est capable de dire, en faisant ce choix, j'ai diminué de temps mon empreinte carbone. Finalement, ça crée un dialogue avec les parties prenantes qui est très concret et qui permet d'ancrer la démarche et de prouver qu'on est bien dans cette dynamique. Et puis, la partie, moi, qui me plaît le plus, et là-dessus, on a de plus en plus de retours, c'est que même sur un événement unique, le fait de rentrer dans cette logique de calcul carbone et de pilotage permet de diminuer de manière effective l'empreinte carbone de l'événement. Pourquoi? Parce que ça oblige à se poser un certain nombre de questions. On a aussi une fonction qui permet de faire des scénarios, c'est-à-dire qu'on peut, en planifiant, évaluer différentes typologies, différentes solutions au sein de l'événement. Et donc, les utilisateurs nous font le retour qu'ils se sentent en maîtrise de cette empreinte carbone et qu'ils sont heureux de pouvoir démontrer qu'ils sont dans la diminution. Et du coup, quelles sont là, avec le recul que vous avez sur 2024, les prochaines évolutions qui vont nous permettre au final d'aller encore plus loin? Alors, nous, on a une personne dédiée à temps plein sur les retours utilisateurs. On a aussi une équipe de développeurs en interne qui fait qu'on peut être assez agile et donc à l'écoute de ce qui nous est remonté. Dans les nouveautés 2024, on va créer ce qu'on appelle le Climate Index, qui va permettre à chaque événement
de connaître en fait finalement son niveau un petit peu comme un éco-score, A, B, C, D, E, F, G, et donc de se positionner sur finalement le niveau carbone de son événement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est systématiquement demandé, quoi. C'est bien ou c'est pas bien. Alors c'est pas aussi simple, mais on va essayer d'intégrer dans ce Climate Index un certain nombre de critères. Donc ça, c'est dans les prochaines semaines qu'on va annoncer ça. On est aussi en train de faire un travail de refonte complète de l'UX, donc de l'interface utilisateur, de l'expérience, pour que l'outil soit encore plus agréable et facile d'utilisation. Il va aussi y avoir encore plus de pistes de réduction qui vont être proposées au fur et à mesure de l'utilisation, vu que l'objectif, c'est toujours l'impact et la réduction. Et puis, plus globalement, toutes des fonctions qui vont permettre d'aller collecter la donnée de manière facile, peu chronophage et fiable. Donc, c'est des modules de collecte de données très simples pour interagir avec les différents partenaires qui contribuent à l'événement. On va aussi se connecter de manière digitale avec des EMS comme SparkUp, ce qui fait qu'un utilisateur d'une plateforme digitale pourra directement avoir ces données qui vont intégrer Climate sans avoir besoin de les ressaisir, sans risque d'erreur. Et donc, voilà, de manière beaucoup plus automatique. Et puis, pour finir, des exemples en fait, de remontée club utilisateur. On est en train de créer pour nos clients salon un module exposant pour leur permettre d'intégrer les exposants dans le bilan, dans le calcul de l'empreinte carbone, pardon. Et puis un module avant-vente. Ça vient de demandes d'agences événementielles qui en fait veulent dès la phase de devis être en capacité de fournir une idée de l'empreinte carbone de l'événement. Puisqu'on parle de nos participants, très user-friendly. C'est ce qu'il faut. On parle de nos participants. Mathieu, tu avais demandé une question effectivement sur cet impact carbone, je crois. Oui, effectivement, je voulais savoir en fait qui parmi nos participants et participantes mesure le bilan carbone de leurs événements. On a un gros 56% qui souhaitent s'y mettre et 28% qui nous dit oui. Et on a un 16% qui nous dit non. N'hésitez pas à préciser dans le chat, c'est intéressant de savoir pourquoi aujourd'hui vous ne mesurez pas le bilan carbone de vos événements. En tout cas, comme l'a expliqué Béatrice, ce qui est intéressant, c'est que Climate a lancé un programme, ce qu'ils appellent 2MS Leader, les logiciels événementiels qui intègrent Climate, et SparkUp en fait partie. Et aujourd'hui, un organisateur qui veut mesurer le bilan carbone de son événement peut intégrer toutes ces données dans SparkUp et ensuite SparkUp va renvoyer ça sur Climate et non seulement c'est un calculateur, mais ça vous permet aussi d'optimiser le bilan carbone de votre événement. Tout à fait. Donc on voit que cette question, elle est quand même work in progress. Et sur les gros sujets de 2024, pour toi, c'est quoi les sujets sur lesquels on devrait justement s'améliorer sur les mois et les années à venir ? Alors, comme tu sais, nous, on s'est posé cette question avant 2024, vu qu'on a créé avec SGS un label qui s'appelle LEAD et qui permet justement de définir quels sont les vrais sujets d'impact sur un événement et comment faire pour atteindre des résultats dans l'excellence durable. Donc aujourd'hui, il y a 3 sujets qui sont vraiment au cœur de toute stratégie pour conduire un événement produit fini responsable. Le premier, c'est bien sûr de réussir à faire des événements où il n'y a pas de déchets ultimes, donc événements zéro déchet. De réussir à faire des événements qui sont engagés dans une démarche donc, de réduction carbone. Et le troisième point, il est fondamental et je trouve une vraie opportunité aussi pour la filière pour démontrer sa valeur ajoutée à la société, qui est le sujet de l'impact social positif et donc de contribuer à travers nos événements à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, bien sûr les rendre accessibles, travailler aussi sur les sujets de mixité et tout ça en même temps en fait. Et tout ça en même temps et c'est faisable. Et tu vois, on a vu sur 2023 une vraie accélération du nombre de certifications LEED, donc d'événements qui sont en capacité de démontrer qu'ils ont atteint ensemble ces objectifs. Et donc sur 2024, ça va vraiment être ça les grands sujets. Et en fait, on est heureux de voir que le nombre en fait de structures qui cherchent à appliquer ça de manière systématique grandit. Par exemple, on a des annonceurs qui ont décidé en France et même qui nous emmènent à l'international de mettre le référentiel LEED comme feuille de route pour l'ensemble de leurs chefs de projet événementiels, afin que sur chaque événement, en fait, ils se posent la question de comment j'arrive au zéro déchet,
comment je maîtrise mon empreinte carbone et comment je crée un impact social positif. C'est le bon axe, a priori, de l'anticiper au maximum. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce point d'étape. Donc 2024, on continue, on va toujours plus loin et on l'intègre. C'est plus une option, un événement doit être éco-conçu et inclusif. Merci beaucoup. Merci. L'événement éphémère, créateur de contenu pérenne. Alors pourquoi ? Bien évidemment, vous le savez, hein, on est dans un moment de tension économique, il y a de l'inflation. On a besoin de se poser des questions sur le côté héroïste de nos événements. Quels investissements vont nous permettre d'être efficaces derrière ? Et quand on voit que la gestion des événements bascule de plus en plus du côté des services marketing, c'est bien la preuve de cette réflexion autour du ROI de nos événements. Et en fait, il y a un élément qui aujourd'hui, on ne valorise pas suffisamment, c'est les contenus. En fait, notre événement est un formidable créateur de contenu. C'est une ressource qu'il faut mettre en valeur. Vous allez beaucoup entendre parler cette année de repurposing content. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de recycler ces contenus pour les utiliser sur toutes nos plateformes. Et dans le cadre d'un événement, ça veut dire comment je vais transformer mon webinar en article de blog, comment je vais transformer ma journée de conférence en podcast ou en livre blanc. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec notre nouvel intervenant. J'invite Baptiste Rouanette à nous rejoindre s'il est connecté. Baptiste, j'ai fait un énorme teaser sur toi. Je parle de toi depuis 5 minutes. Donc, ils ont compris qui tu étais. Je leur ai expliqué que tu utilisais effectivement tes événements pour nourrir la globalité de ta création de contenu. Et donc, pour en parler plus spécifiquement, je sais que tu as intégré dans ta stratégie la création de webinars. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt pour toi de créer cette série mensuelle de webinars ? Oui, tout à fait. Donc, enchanté. Donc, je suis Baptiste, je suis en charge de la marque chez Meillorto. Effectivement, on ne fait pas de l'événementiel comme chacun peut être imaginer. On fait beaucoup de webinars. En fait, on a différents métiers. Meillorto, on est très connu pour l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est entre guillemets, une petite partie de notre activité. On fait du placement, on vend de la mutuelle, on fait de l'assurance, on fait beaucoup de choses. Et entre autres, on a sur la partie placement et sur la partie B2B fait énormément de webinars. On en fait 1, voire 2, voire il y a même des mois où on est jusqu'à 4 webinars par mois. Et nous, le webinar n'est pas juste un événement comme on peut l'imaginer pour animer des clients ou des prospects. On a derrière une vraie stratégie de contenu derrière. Ce que je peux appeler, j'aime bien souvent dire contenu chaud, contenu froid, ou on va dire le contenu froid est un peu le contenu, ce que j'aime bien aussi dire Wikipédia, qui est un contenu que je vais pouvoir consulter maintenant, comme dans 2-3 mois, il sera toujours d'actualité. Et après, un contenu un peu plus chaud qui va plus jouer sur l'actualité. Donc nous, on essaye beaucoup de jouer là-dessus. Et après, on n'est pas uniquement dans une optique de faire des webinaires pour ensuite partager un replay par email. On utilise ce contenu après sur différents canaux. On fait des webinaires de niche. On fait beaucoup de webinaires sur le placement, je sais pas, sur la défiscalisation, sur la succession, sur les hausses des taux ou investir dans l'immobilier. Et on ne fait pas 1000, 2000, 2000, 3000 vues. On arrive à faire des webinaires à 10, 15 000 vues, voire plus. Et nous, derrière, ça a aussi un gros objectif de SEO. Donc, on travaille aussi beaucoup après avec les équipes SEO pour essayer d'optimiser ce contenu qu'on diffuse sur YouTube principalement, avec un objectif, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle Google Discover. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais quand vous arrivez sur votre Google Chrome sur votre téléphone, souvent vous avez une actualité qui est poussée. Donc nous, on a un enjeu, c'est de faire remonter nos webinaires là-dedans. Et derrière, après, on va optimiser le contenu de ce webinaire, soit à la fois sur des formats longs qu'on va laisser en ligne, mais à la fois, on va aussi les développer sur des formats plus courts pour pouvoir venir intervenir dans des newsletters ou sur notre site. Donc nous, on a un enjeu sur nos webinaires. On va travailler contenu chaud, contenu froid. Typiquement, en ce moment, sur l'immobilier, il y a les taux qui commencent à baisser. Donc ça fait 1 an que c'était une forte hausse. Et là, la semaine prochaine, on organise un webinaire qui dure 30 minutes avec 2 intervenants. Donc c'est vraiment de la niche. Mais derrière ce webinaire, on va le pousser sur YouTube et derrière, on va l'exploiter sur nos newsletters, sur notre site. Et derrière, nos équipes de SEO vont surtout nous aider à optimiser tout ce qui est le titre du webinaire,
tout ce qui est la description, tout ce qui est la vignette, pour que derrière, entre guillemets, on se fasse aimer par Google pour pouvoir bien remonter et surtout derrière donc, faire de la page vue et développer notre business. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous mets en avant et qu'on n'entend pas souvent dans l'événementiel, c'est de réfléchir cet événement avec une vision de retombées SEO, de retombées de leads aussi, au final. Comment justement ce contenu qui est à haute valeur ajoutée, tu me disais qu'il y a la conception du contenu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un sujet autour de la distribution. Oui, alors j'ai souvent une phrase, c'était un peu plutôt en agence de pub, on aimerait bien dire content is king, distribution is queen, c'est-à-dire qu'on a beau avoir le meilleur contenu, si on ne sait pas bien le distribuer, il ne va pas vivre. Donc on a aussi un gros enjeu derrière, c'est quand on crée ces webinaires ou même quel que soit le contenu qu'on va créer, c'est comment est-ce qu'on arrive à le distribuer le mieux. Donc il y a tant la plateforme, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être YouTube, ça peut être nos newsletters, que aussi le timing, et on arrive à créer pas mal de rendez-vous. On est aussi, nous, très forts sur les newsletters, on utilise énormément les newsletters pour pousser ce contenu, et la grosse différence des réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, malheureusement, avec les algorithmes, on n'arrive plus à créer des rendez-vous réguliers. Nous, avec des newsletters très thématiques, on arrive à créer des rendez-vous très réguliers. Je vais vous donner un exemple, on a une newsletter dans le groupe qui est associé à la marque Meilleur Taux Placement, qui est écrite par Marc Fiorentino. Il a 450 000 abonnés. Il écrit sa newsletter tous les jours depuis une quinzaine d'années. Marc, il a une communauté hyper engagée et tout le contenu qu'on va produire dans nos webinaires, on va le pousser à cette communauté. Et c'est cette communauté aussi qui va nous aider à le diffuser et à propager ce contenu. Donc voilà, on essaye à chaque fois, on a une idée de contenu et c'est derrière comment est-ce qu'on le distribue à la fois sur notre site, est-ce qu'on met en avant sur la home, est-ce qu'on va mettre en avant dans différentes catégories, est-ce qu'on met en avant juste sur YouTube ou est-ce qu'après on l'exploite sur d'autres plateformes. C'est un peu, quelque part, c'est un cercle un peu vertueux, c'est-à-dire on organise un événement qui va nous permettre de faire venir une audience. Ce contenu qui va être créé, on va le réutiliser sur les réseaux sociaux pour faire grossir encore cette audience et pour fidéliser cette communauté. Et puis cette communauté, on la garde connectée avec nous grâce à la récurrence d'événements. Est-ce que pour toi, chez Meilleur Taux, ça a un vrai impact positif, cette stratégie-là ? Nous, clairement, sur la partie placement, l'ensemble, je ne vais pas dire l'ensemble, mais une grosse majorité de nos leads viennent de la communauté qui suivent Marc, qui vont derrière, qui suit Marc, qui va suivre ses webinaires, sa newsletter, tout le contenu qui est associé. On a aussi des newsletters payantes sur différents conseils. Donc tout cet aspect communautaire, il est hyper important. Et derrière, cette communauté, il faut la nourrir avec du contenu de qualité, du contenu de niche. Donc c'est tout ce qu'on essaye, en tout cas tout ce que les équipes de Meilleur Taux Placement arrivent à faire via l'ensemble des articles, l'ensemble des webinaires et sur différentes thématiques. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être malin et réactif. Nous, on s'est équipé, on fait des webinaires entre guillemets in-house, on ne passe pas par une agence événementielle, avec un bon iPhone, de la lumière et des micros, on arrive aujourd'hui en 2-3 jours à bien s'organiser, envoyer l'invitation, les formulaires d'inscription. Et on garde aussi cette souplesse, et c'est un souhait de garder cette souplesse pour pouvoir être très réactif sur le contenu. Donc, est-ce qu'on peut se dire que cette année 2024 va être très en lien avec le fameux repurposing content ? Tu es d'accord avec ça ? Ouais, je pense que il faut aller dessus. Après, je pense qu'il faut aussi faire, on a expliqué tout à l'heure, il y avait un planeur stratégique qui expliquait les différentes tendances. Je pense qu'il y a un gros enjeu à être curieux et à tester plein de choses. Et surtout aussi, un point important, nous on a fait le choix de tous nos webinaires, tout ce qu'on fait, c'est ouvert. C'est pas accessible à un club, il ne faut pas un mot de passe, il ne faut rien, on ne vient pas à collecter de leads, on pousse tout sur YouTube, on considère que toute notre connaissance, elle doit être partagée et c'est avec cette connaissance qu'on ira développer du contenu et du business derrière. Tout à fait. C'est vrai que nos événements sont vecteurs d'énormément de contenu. C'est une richesse qu'on a créée, pour laquelle on a passé du temps, on a dépensé de l'argent, donc il faut la réutiliser globalement sur l'ensemble de sa stratégie. Merci beaucoup, Baptiste, de t'être connecté avec nous. À très vite. Et nous, on va passer juste maintenant à la dernière tendance. On est un petit peu en retard, j'en suis désolée, mais on a tellement de choses à vous raconter. C'est toujours ma problématique, j'ai envie de tout vous dire. Donc, on passe tout de suite à notre dernière tendance, tendance numéro 4. Alors,
créativité et productivité à la puissance intelligence artificielle. Alors quelque part dans l'événementiel, on est des artisans, on fait du sur-mesure, on fait et on refait en permanence. Et nos cousins du marketing parlent de marketing automation depuis un certain temps. Nous, on n'y est pas encore et pourtant on sait qu'en 2024, ça va être une année très chargée. On s'inquiète d'une pénurie de talents et de ressources. Donc est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour automatiser nos process événementiels? Alors quand je dis ça, je parle bien de productivité, je ne parle pas forcément de créativité. Et donc, pour se poser cette question de la créativité, j'ai demandé à Benoît Tristram quel était son avis. Donc est-ce que les IA sont vecteurs de créativité ou vecteurs d'uniformisation? On regarde sa réponse. Très bonne question. Si on l'utilise mal, c'est vecteur d'uniformisation. Si on l'utilise correctement, c'est vecteur de créativité et d'inspiration. Et en fait, pour moi, ça répond à la tendance de faire plus, mais avec moins. Grosso modo, on a moins de budget pour faire les événements. Il y a un peu moins d'événements au global, mais il y a plus de relations et plus d'attentes. L'inflation, elle est là, les ressources et les talents, ils manquent, également du fait des JO. Et là encore, l'IA, elle va pouvoir nous aider à accélérer, elle va pouvoir nous aider à sortir des sentiers battus, et surtout, elle va nous aider à pouvoir produire encore plus vite et avec plus d'impact. Alors, Benoît vient de nous partager sa vision de la créativité versus l'uniformisation des contenus. J'ai invité tout de suite Yohann Mazera qui vient de me rejoindre sur scène pour parler productivité-créativité. Alors, pour toi, Yohann, l'IA, est-ce un vecteur de productivité ou de créativité? Bonne question. C'est une très bonne question. Alors, je vais faire un peu une réponse de Normand. Très bien. Je ne vais pas parler de l'IA au général, je vais parler des agents conversationnels, donc ChatGPT. ChatGPT, de base, c'est un outil qui va permettre d'engager, qui va permettre de brasser un maximum de données, qui va faire en sorte de récupérer tout ce qu'il va pouvoir trouver dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir analyser un maximum de choses, récupérer ce qu'il y a dans le passé. Donc oui, ça va être un énorme support à la réflexion, mais en soi, ça ne peut pas être vecteur de nouveauté. Donc, sur la créativité, c'est très bien comme outil de support. En aucun cas, ça peut aider. Ça ne prendra pas la place des agences et des organisateurs et des concepteurs qui nous aident. Ça ne prendra jamais la place de l'humain. Exactement. C'est un outil complémentaire qui va nous aider, qui peut être une personne de plus à la table du brainstorming parce qu'elle va apporter des choses, elle va compléter une vision. Et ça va apporter au final de l'accompagnement et des idées complémentaires. ChatGPT n'est pas créatif comme peut l'être un planeur stratégique. Non, c'est pas fait ça. Il y a une énorme base sur les datas passées. Et ces datas passées, du coup, par rapport à l'uniformisation, si on demande bêtement à ChatGPT quel est l'événement, quelles sont les tendances, quel est le bon événement que je dois présenter à mon client, il va donner la même réponse à tout le monde. Si on s'arrête à ça, tout le monde va faire les mêmes événements, ce qui va générer pour tout le monde les mêmes données. Et du coup, ça va renforcer le modèle que ChatGPT va toujours reporter la même chose, etc. Sous réserve de bien utiliser ChatGPT. On arrive à avoir quand même... Non, mais c'est ça. Je rassure ceux qui nous écoutent, quand on sait bien prompter, on n'obtient pas la même chose. Non, mais c'est ça. Si on reste basique, ça n'a aucun intérêt et on va vers une vraie uniformisation. Si on pousse, qu'on cherche sur des critères, qu'on commence à prioriser, etc., là, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, il n'y aura pas de nouveauté. Ça va juste donner des résumés, des synthèses de ce qui a déjà été fait. Alors, on parle là tout de suite de ChatGPT, on a parlé tout à l'heure de Midjourney. Ouais. Vous, l'IA chez SparkUp, en fait, vous l'utilisez déjà depuis un certain temps. Oui, tout à fait. Alors, chez SparkUp, on a toujours été très férus d'engagement, on a toujours été très férus d'essayer de se faciliter la vie. Et notamment sur la mosaïque. La mosaïque, on avait cette envie d'avoir un public virtuel. D'ailleurs, salut, bonjour à tous. On avait cette envie d'avoir une esthétique soignée sur la mosaïque. On ne peut pas agir sur la qualité des écrans, on ne peut pas agir sur les caméras, mais on peut agir sur ce qu'on affiche. Alors bien sûr, il y a du branding, etc. Mais il y a toute une partie sur comment gérer les participants qui est intéressante. Donc pour le moment, par exemple, il n'y a pas d'écran noir.
c'est une IA qui va venir détecter les écrans noirs et les remplacer par d'autres participants. On va venir gérer la rotation des participants pour que ça bouge un peu et que ça soit sympa. On va venir détecter des chaises vides. Quelqu'un qui se lève pour aller se faire un café, c'est détecté, c'est remplacé. Et ça peut être très bien fait par des opérateurs. Mais quand on a des mosaïques avec plusieurs centaines de participants, au lieu d'avoir 4 opérateurs qui sucent 100 OEO en régie, c'est pas plus mal que ce soit une IA qui s'en occupe. Et on peut aller beaucoup plus loin. Exactement. On peut imaginer, par exemple, rien que sur l'IA, faire en sorte de toujours avoir les participants qui sont centrés au milieu, parce que de temps en temps, voilà, on peut voir des gens qui ne regardent pas la caméra, etc. On pourrait imaginer de développer l'IA là-dessus. Et puis, il y a aussi d'autres secteurs qui, moi, me semblent très intéressants. Alors, le premier, c'est un secteur sur lequel on a déjà fait un POC. On sait déjà que ça marche. Et c'est peut-être la vraie réponse au ROI de l'événementiel, mais il y a une question d'éthique. Le sujet, c'est venir analyser les émotions des participants. À partir du moment où ils allument leur caméra, on peut savoir analyser les émotions et globalement tirer des tendances plutôt d'accord, plutôt très d'accord, plutôt pas d'accord. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a un vrai retour sur ce que pensent les participants par rapport au contenu, comment ils vivent le contenu, et donc ce qu'on arrive à en tirer en termes d'ROI, d'ROE, c'est super. Par contre, le sujet de l'éthique, quel client aujourd'hui va avoir envie de proposer ça à ses participants et de dire on va vous filmer pour mesurer ce que vous pensez, etc. Aujourd'hui, les gens ne sont pas tout à fait prêts. En tout cas, ça marche. On a fait des tests, ça marche. Et d'ailleurs, je passe un petit message. S'il y a un client qui a envie d'essayer de proposer ça, on serait ravis de véritablement mesurer les événements, mesurer le ROI des événements. Alors, parlons d'organisateurs. Mathieu, comment ça se passe ? J'ai demandé à notre public de se donner une note de 1 à 5 pour mesurer un peu leur niveau d'utilisation dans l'IA. D'ailleurs, on a les résultats qui sont juste là. Et c'est assez marrant, le score moyen, c'est 2,3. Donc, il y a encore plein de choses à apprendre sur l'utilisation des IA pour s'améliorer, organiser ses événements, booster sa productivité. Il y a un boulevard. Je crois que, Yoann, tu vas nous donner justement quelques idées de comment on peut utiliser l'IA. Il me semble. En tout cas, je vois beaucoup dans le chat. Déjà, il y en a certains qui sont un peu en avance. Ils donnent des idées pour créer des posts, des scripts, création de visuels aussi. Il y en a qui utilisent Midjourney, on en parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, hyper intéressant. Alors, Yoann, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Tu parlais d'un POC. Alors, le POC, je vais juste expliquer. Pardon. Proof of concept. Donc, c'est une idée qu'on développe et qu'on teste. Voilà, donc bref, ça marche. Il y a des choses qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les IA ? Alors déjà, vous tous, les organisateurs d'événements, il y a déjà 40% des organisateurs d'événements qui utilisent l'IA. Alors à plusieurs niveaux, on a pu le voir, mais c'est plus qu'une petite partie. Ça devient une vraie grosse tendance. Les premières utilisations, c'est avec des agents conversationnels, du chat GPT. Ça va aller chercher des supports à la créativité, à la création plus qu'à la créativité. Des feedbacks sur le contenu. On échange avec finalement une espèce de super compagnon pour créer du contenu, avoir des retours et peaufiner son concept. Le deuxième niveau, c'est améliorer la stratégie de communication. Et ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, on veut inviter des participants. Un agent conversationnel, il va pouvoir vous dire à quel moment envoyer les invitations pour maximiser le taux de réponse sans faire trop de relances. Il va pouvoir vous dire plutôt quoi envoyer comme type de billet selon les positions géographiques et démographiques, à quelle heure il faut le faire en fonction des habitudes, etc. Il va vraiment nourrir pour essayer de maximiser la stratégie de com et les réponses. Il y a évidemment toute la partie des idées. Parce que quand on n'est pas dans la créativité, le fait d'aller chercher plein d'idées qui ont déjà été faites ailleurs, c'est une très bonne pratique. Des idées de session, des idées d'activation pour des sponsors, des idées de questions pour les speakers, des idées d'interactivité. Typiquement, ChatGPT est très bon pour faire des escape games, par exemple. Voilà, tu vois, je ne le savais pas, je n'avais jamais essayé. Des reveal games, des choses comme ça, où on apporte justement un twist grâce à cet outil-là et qui nous facilite cette création au final. Il y a énormément d'entre vous qui utilisaient déjà l'IA, notamment au niveau des replays. Je pense que c'est devenu plus ou moins traditionnel aujourd'hui, quand on a fait une captation, de mettre le replay sur une certaine plateforme pour avoir automatiquement un chapitrage, des résumés, une traduction avec des sous-titrages automatiques, etc. etc. C'est facile, c'est gratuit, ça marche bien, c'est super. Petite remarque,
c'est plus du tout confidentiel quand on fait ça. Hein. Quand on fait ça, les données passent par les États-Unis. Si on a passé une semaine à discuter avec la DSI pour faire en sorte d'être sûr que tout est bien hébergé en Europe, et trop tard. Si on fait ça, c'est passé, il n'y a plus rien de confidentiel. Donc faites attention à cette partie-là. Ça, c'est finalement les choses qu'on fait aujourd'hui. Il y a toute une partie qui va venir et qui est, selon moi, hyper intéressante sur l'automatisation des tâches répétitives. Oui. On l'a vu un peu comme ça. Mais aussi sur l'aide à la prise de décision. Par exemple, j'ai envie de proposer à mes participants un moyen pour venir à mon événement. Je veux faire quelque chose de personnalisé. Je veux pouvoir lui recommander soit le train, soit l'avion, en fonction du bilan carbone, du temps qui va passer, du réseau ferroviaire dans sa région, etc., etc. ChatGPT, en tout cas les agents conversationnels, vont savoir faire ce genre de choses. Et c'est là où c'est intéressant en termes de personnalisation de parcours. Je vais m'arrêter juste là-dessus. Tout à l'heure, Benoît parlait de personnalisation de parcours. La personnalisation du parcours va pas s'arrêter seulement. La personnalisation va pas seulement s'arrêter au parcours. Bien sûr. On va aller vers le format. On va aller vers les contenus. À partir du moment où on a des intelligences artificielles qui vont quasiment de manière automatique créer du contenu. On peut très bien imaginer de pas seulement avoir un événement qui est personnalisé pour un client, pour une marque, mais aussi qui est personnalisé pour un participant. Et là, ça devient très excitant. Alors, c'est pas tout à fait prêt, mais ça devient très excitant de se dire où est-ce qu'on va aller. Alors, comment on va faire ça, c'est aussi un sujet, hein, c'est pas tout à fait prêt, mais jusqu'où on va pouvoir aller, mais en tout cas, proposer une expérience vraiment individuelle. Et plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Je pense que c'est une très belle utilisation. L'IA, c'est en train de transformer effectivement énormément de choses. On est en train de l'intégrer dans les process. Pour la plupart, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, moi j'accompagne, je forme les agences, les directions de la com, les freelances sur l'intégration. Donc on apprend à aller très loin. Il y a une nouveauté qui est sortie il y a 1 mois et demi qui s'appelle les GPT sur ChatGPT, qui est un espèce de chatbot qu'on va complètement personnaliser à son événement, dans lequel on va charger les informations logistiques, les informations de contenu. Et puis on va avoir ce chatbot qui va discuter vraiment conversationnel avec nos participants. Franchement, ça va être assez dingue. C'est en cours d'intégration. C'est pas encore tout à fait prêt parce que il y a aujourd'hui des problèmes d'accès. Mais c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ChatGPT parce que moi, je peux en parler des heures, ça me ferait très plaisir. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je vous propose, c'est que j'organise une masterclass autour de l'intelligence artificielle mardi 30 janvier prochain à 10h. On va présenter toutes les innovations, les dernières nouveautés sur ChatGPT, sur Midjourney et quel est l'impact, comment ça va vous accompagner, vous, dans la manière d'organiser et de produire vos événements. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mathieu vient de vous partager le lien dans le chat. Donc, comme ça, vous allez pouvoir tester et découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on retient de cette tendance IA, créativité et productivité ? Eh bien, comme l'a évoqué Johan, il y a plein de possibilités. On va continuer à trouver des utilisations, des cas d'usage. On en a déjà beaucoup. Ça va continuer à se développer. Donc, c'est le moment de sauter dans le train. Il n'est pas trop tard, mais c'est le moment d'y aller. Le but, c'est d'apprendre à utiliser ces outils pour les mettre à votre disposition. On parlait avec Baptiste de repurposing content, comment je vais transformer mes contenus. Eh bien, dites-vous que ChatGPT et plein d'autres IA vont vous permettre de transformer votre webinaire en livre blanc, en podcast, en article de blog. Ça, aujourd'hui, c'était complexe et ça l'est beaucoup moins. Donc, l'objectif, c'est de vous aider avec ces outils-là. Et pourquoi derrière ? Tout simplement parce que ces IA qui vont vous aider à être plus productifs, à économiser du temps sur des tâches répétitives, au final, l'objectif, c'est pour vous de vous libérer du temps pour votre valeur ajoutée, c'est-à-dire avoir le temps de vous inspirer, avoir le temps d'être plus créatif, d'avoir du temps pour vos clients, pour la réflexion autour du projet et puis quelque part aussi pour le conseil. Donc le but, c'est ça, c'est d'intégrer productivité, créativité et puis que l'IA vienne nous aider à aller encore plus loin. On est d'accord là-dessus ? Et beaucoup plus vite. Tout à fait. Merci beaucoup, Johan, pour ton intervention. On arrive à la fin, un peu en retard, et je m'en excuse, de ce live. J'espère que toutes les tendances qu'on a partagées ensemble vous ont inspiré. Et pour ceux qui veulent
quitter le live, il n'y a aucun souci. Maintenant, on vous propose une dernière séquence qui est le off de notre live. Donc, je vais inviter juste après Vincent et Johan à me rejoindre et on va vous permettre de poser vos questions directement depuis la mosaïque. Donc, vous allez pouvoir lever la main. Vous avez un bouton lever la main et on va vous connecter avec nous et on va discuter en live. Donc, pour ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. On va discuter et on va continuer l'échange ensemble. Pour ceux qui ont besoin d'y aller, merci en tout cas d'avoir suivi cet événement. J'espère que ça vous a inspiré. Merci à tous nos intervenants qui ont tenté de nous éclairer la voie sur cette année 2024. Merci à SparkUp pour l'outil. Merci à Multicam Space pour ce lieu dans lequel nous sommes. Et on passe tout de suite au off de ce live. Alors, on se retrouve maintenant pour ce off. Ce qui va se passer, c'est qu'on vous voit. Bonjour à tous. On n'a pas pu prendre beaucoup de questions pendant forcément le live, parce que le temps passe vite et on avait envie de vous livrer un maximum d'informations. Donc maintenant, on va prendre du temps, tranquillement, avec vous. On se donne, allez, 15 minutes maximum quand même, parce que tout le monde a des choses à faire. Ouais. Mathieu, est-ce que tu as des questions sur lesquelles Vincent, Johan et moi pourrions répondre ? Ouais, alors je rappelle pour lever la main et poser vos questions en live et venir directement discuter à l'oral avec nous, ça se passe en bas à droite de votre écran, il y a une petite main pour lever la main. Et sinon, il y a le chat, évidemment, je peux restituer vos questions. Il y a une première qui est remontée dans le chat, on peut peut-être l'afficher là à l'écran, c'est quand Vincent parlait d'immersion, etc. Agathe a parlé de XR, de AR, et les gens se demandaient un peu quelle techno on peut conseiller pour créer un sentiment d'immersion. Voilà, il existe plein de choses. On est aujourd'hui chez Multicam Space, la réalité augmentée. Ils ont cet écran qui peut faire des backgrounds en 3 dimensions. Ouais. Les gens se demandent un peu qu'est-ce qui fonctionne le plus. Même chez SparkUp, nous l'année dernière, on a essayé. Ah non, immersion, c'est toi. Vincent, c'est quoi qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour être au top de ce côté immersif? Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est vrai que c'est une question qui est assez large. Finalement, ça va vraiment dépendre du setup qu'on va avoir, où va se dérouler son événement, la technique qu'on va utiliser. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut vraiment, si on va être dans un studio, ici, on aurait pu faire de l'AR, de la XR. C'est un studio d'ailleurs que Multicam sont supra experts dans le domaine. On a décidé volontairement, nous, par exemple, aujourd'hui, de faire quelque chose d'un peu plus simple. Le prochain événement, on va peut-être l'augmenter un peu plus. Mais Multicam, ici, on est dans le temple de la XR et de l'AR. Ça amène un peu plus de complexité, forcément, dans ton live et de contenu. Déjà, ce qui va être important, c'est de recréer, en termes d'interactivité, ce sentiment de présence. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Là, je vois des personnes qu'on connaît bien, elles sont connectées, je suis speaker. Déjà, de voir les personnes du live, moi, déjà, ça me donne un autre sentiment de présence vis-à-vis de... J'ai pas l'impression d'être dans un live descendant. Finalement, je vais regarder la caméra, je vais être face caméra, j'ai même presque envie de tourner le dos à la caméra et d'être dans le live. Donc, ma posture change naturellement. Donc, c'est vrai que côté streaming, interactivité et présentiel et distanciel, ce qui va être super important, c'est le setup. Après, je ne sais pas si Yoann, tu veux rajouter quelque chose sur la partie interaction? Alors, sur la partie interaction, effectivement, il y a plein de choses à mettre en place. Sur l'immersivité, il y a aussi naturellement une question de budget. La XR, on est quand même... Voilà, c'est... Avoir des écrans comme ça rajoute vraiment beaucoup de choses. C'est non plus... c'est aussi à prendre en compte sur le budget. Mais c'est vrai que dans l'interactivité... Le fait d'avoir un public virtuel, de faire en sorte de réduire l'écart entre le présentiel et le distanciel, faire en sorte que les participants à distance puissent se voir, être vus, poser des questions, applaudir, lever la main, intervenir en direct, etc. Ça rajoute quelque chose qui est moins bien qu'un présentiel. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas pour rien que le présentiel reste phare, mais qui va quand même changer un peu la donne, qui va faire en sorte on n'est pas sur une vidéo YouTube, on ne regarde pas un truc, en même temps on fait ses mails. Non, on est un peu plus impliqué. Très bien. Alors, est-ce qu'on a une autre question, peut-être en vidéo ou pas? C'est toi qui nous dis, Mathieu. Alors, pour la vidéo, si vous levez la main, c'est la régie qui s'en occupe. Peut-être qu'en attendant de faire passer quelqu'un en live, si on en a. Il y a aussi le chat. Et évidemment, quand on est dans un super studio comme ça, les gens se posent la question des budgets. On en parlait avec Béatrice, elle a mentionné aussi... C'est toi dans l'intro, quand tu as présenté Béatrice, tu parlais des question d'inflation en ce moment, qui augmente et l'inflation. Les gens se demandent combien ça peut coûter un événement comme ça dans un studio, quoi. Alors peut-être que nous, on n'est pas de chez Multicam. Non, ça va être compliqué. On peut parler de la partie SparkUp qui justement, parce qu'aujourd'hui, le dispositif virtuel est que sur SparkUp.
Ouais, la partie Spark Up, ça va évidemment dépendre du nombre de participants et de la durée d'événement. Si vous faites un événement pour 200 participants ou pour 40 000 participants, si ça dure 2 heures ou 3 semaines, ça va évidemment pas coûter la même chose. Mais globalement, on va se dire que avoir quelque chose d'interactif, où on a de l'interactivité, du chat, une mosaïque, un streaming ultra faible latence, une solution qui est quand même bien packagée pour 200-300 participants, ça va être à partir de 2 000 à 3 000 euros. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement abordables. Alors bien sûr, il y a des astérisques, c'est ce que je vais dire, on va pouvoir rajouter plein de petites choses et on sera là pour vous conseiller, vous accompagner, mais c'est des solutions qui sont vraiment abordables. Ce que je vais rajouter pour Multicam, donc ça, faudra contacter Multicam Space directement, mais ces technologies-là, ce savoir-faire devient de plus en plus accessible. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de studio, il y a 2-3 ans, c'était des budgets assez colossaux. Là, on est sur un format de studio, on est en plein Paris, on est dans le 11e, on a toute cette technologie qui est installée. Donc ça veut dire qu'on va avoir aussi maintenant une possibilité de travailler sur des formats où on n'est pas obligé d'être dans Star Wars justement pour pouvoir avoir accès à ce genre de techno. Donc ça c'est important de le dire, ça devient accessible et ça devient accessible un peu pour des budgets qui ne sont pas forcément trop gros. Après on a aussi toutes les tendances, pour ceux qui n'ont pas de budget, on a aussi des régies virtuelles, on travaille beaucoup sur des événements avec des régies virtuelles où on est sur des budgets où on ne peut pas forcément avoir les moyens de venir dans un studio. Ça marche bien, on a de plus en plus d'autonomie que des clients qui disent j'ai une régie virtuelle, je veux du Spark Up, je veux du streaming, je veux une autre solution. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui devient aussi accessible plus facilement aujourd'hui. Tout à fait. En termes de budget. Exactement. Bon, il y a une question qui a été posée plusieurs fois, ça je peux vous répondre directement. Est-ce que le replay sera disponible? Oui. Oui, toujours, c'est la base. Ceux qui s'étaient inscrits comme absents, ceux qui avaient précisé qu'ils seraient présents, ceux qui n'ont pas pu venir, il y aura le replay. En fait, il y aura deux choses. Il y aura le replay, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité. Et on va préparer à l'issue de ce live, parce qu'on essaye d'appliquer ce qu'on vous propose de faire, bien évidemment. On lit le geste à la parole. On vous a parlé de repurposing content. On vous a dit qu'un événement, c'était une base pour faire de la stratégie de contenu. Donc, vous recevrez, pas demain, parce qu'il nous faut un peu de temps pour faire quelque chose de qualité, mais vous recevrez très vite le livre blanc, donc un e-book qui va reprendre les grandes tendances événementielles et tout ce qu'il faudra retenir de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, on suit cette stratégie. Vous aurez le replay et vous aurez aussi le e-book qui vous sera envoyé. J'ai une question intéressante par rapport justement à l'empreinte carbone. On en a beaucoup parlé, ça fait partie des tendances. Il y a quelqu'un qui demande, anonyme, quelle est la plus-value... Frédéric, savez-vous nous dire quelle est l'empreinte carbone de cet événement? Comment ça se répartit? Moi, je peux déjà donner une partie de la réponse. Il faut savoir que l'empreinte carbone d'un événement, entre 50 et 80% de l'empreinte carbone, c'est le déplacement, le transport des participants. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez sur le plateau uniquement les intervenants. Et encore, vous avez vu une partie des intervenants comme Béatrix, nous a appelé de Suède. Moi, je suis venue en bus. Et Agathe est venue en bus. Donc oui, blague à part, en fait, l'impact carbone de cet événement, il est majoritairement effectivement digital, lié à la plateforme, lié à l'utilisation des écrans, mais on a réduit toute cette partie impact transport puisqu'on est sur du full digital au final. Voilà. Et Béatrice, on en a parlé, Climate, calculateur, qu'on est en train d'intégrer dans toute notre solution. Oui. Aussi pour pouvoir mesurer aussi bien sur la partie flux, vidéo, inscription, pouvoir vraiment avoir. Donc vraiment, je vous invite aussi à se rapprocher de ce que fait Climate. Nous, on est partenaire Climate, donc on intègre toute la technologie aussi chez nous. Donc il y a quand même une solution ultra innovante qui vient de sortir sur le marché. Tout à fait. On n'a pas calculé notre impact carbone, je m'en excuse. Mais effectivement, c'est une bonne question de pouvoir très clairement, pour chacun de nos événements, avoir un peu plus de visibilité sur quel est l'impact qu'on va avoir pour avoir une vision globale, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'échelle de sa stratégie, de se dire qu'est-ce que je fais aussi en termes d'impact et comment je vais généraliser quelque part ma réflexion sur ce sujet-là. Une question anonyme, alors ça concerne Spark Up. Quelle est la plus-value de Spark Up par rapport aux autres solutions d'interactivité? Alors juste avant de vous laisser la parole à tous les deux, je précise que Spark Up fait de l'interactivité, mais comme vous avez pu le voir aujourd'hui, permet aussi d'organiser tout un événement. Vous avez pu vous inscrire sur Spark Up, vous connecter sur Spark Up. Vous êtes sur un site événementiel sur lequel vous avez des infos sur les partenaires. Il y avait des questions sur Multicam Space. Committee nous a parlé de sa masterclass IA. Donc voilà, c'est aussi un site maintenant. Vous pouvez créer des sites événementiels, vous connecter, avoir des infos sur des partenaires, les speakers, l'agenda dans le cas où l'événement aurait duré plusieurs jours. Voilà, je voulais juste amorcer la question et vous donner la parole à tous les deux, Yoann et Vincent. L'avantage concurrentiel de Spark Up,
Alors, j'espère que vous avez 1 heure devant vous. Non. Ouais, très rapidement. L'avantage concurrentiel de SparkUp, je pense, ça va être de fournir une solution qui est globale. En termes de live, l'expérience utilisateur qui soit, alors là vous êtes tous en virtuel, mais quand c'est de l'hybride ou c'est du multisite, le fait d'avoir pour tout le monde de l'interactivité, permettre d'applaudir avec les emojis, qu'on soit en remote ou sur site, faire en sorte d'avoir de la latence très très faible. Et on sait faire des latences aujourd'hui, quand on est en hybride, de moins d'1 seconde pour des audiences à plusieurs milliers de participants. Ça, c'est aussi très confortable. Le fait d'avoir des mosaïques qui, là, ne sont pas énormes, mais qui peuvent être monstrueuses, etc. C'est tout un tas de petits facteurs qui fait qu'on recrée quelque chose, une expérience, j'ai envie de dire, qui, me semble, n'est pas très commune sur le marché. Alors, il y a plein de super outils. Il y a plein d'outils qui sont adaptés à plein de super événements et chacun. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on est un peu différenciant là-dessus. Et puis également la partie amont. Bon, la partie amont, il y a beaucoup de gens qui font des plateformes d'inscription, des mailings, des formulaires, etc. Plus ou moins bien, plus ou moins personnalisables, etc. Après, chacun son marché. Nous, on a pris le pendant du très personnalisable et très poussé si on a besoin. Je pense qu'on a eu un des principaux facteurs de réussite et de succès de SparkUp, c'est son agilité. Vincent, tu vois. Moi, ce que je rajouterais juste à ça, c'est qu'on a tout un monde de la registration, de l'enregistrement, plateforme d'organisation d'événements, et on n'a pas grand-chose finalement dans l'interaction et la vidéo. Et nous, en fait, il y a un peu un fossé entre les deux. Et nous, notre objectif, c'est de rassembler ces deux mondes, et d'avoir une plateforme complète qui fait que je vais m'inscrire, je vais rentrer dans une expérience. Yuan en parlait très justement. Et aujourd'hui, l'expérience, on parlait de sentiment de présence, elle va aussi bien se passer dans l'interaction, mais l'interaction avec quoi? Avec moi-même, avec les vidéos, avec les autres. Les émotions sont contagieuses. Si je me retrouve dans un événement avec 50 personnes et que tout le monde est dans une émotion positive, je vais ressentir cette émotion. Et comment on va créer cette expérience? C'est là où SparkUp, nous, on essaie de recréer une expérience pour finalement l'humain et la personne qui va se connecter derrière. Et ça, c'est un vrai travail. On n'est pas encore là où on aimerait être, mais c'est plutôt ça. On essaie vraiment de proposer une expérience complète et de ne pas avoir la possibilité de ne pas utiliser 10 ou 15 solutions différentes pour finalement arriver à un seul objectif. Bah, c'est vrai que ce que moi j'ai essayé de monter avec l'équipe de SparkUp aujourd'hui, c'est d'avoir cette double réflexion. Depuis tout à l'heure, on a parlé de parcours participant et de vraiment concevoir cet événement en se disant ok, bah, il y a le live, le stream, ce qui va se passer sur le plateau. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer pour vous, participants? Vous êtes connectés. Et donc, vous avez vu, on vous a partagé des votes, on a animé, Mathieu vous a proposé des choses dans le chat. Donc, on s'est dit qu'il y avait deux expériences en parallèle. Il y avait ce que moi, je partageais sur le plateau avec mes intervenants et en même temps, ce que vous viviez connecté avec la plateforme qui vous propose du contenu complémentaire, de l'animation, des échanges. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'arriver à connecter les deux. On n'est pas juste, nous, sur le plateau, en train d'envoyer du contenu et de partager du savoir, mais de se dire qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes connectés, quel est l'événement que vous êtes en train de vivre. Et moi, ça m'intéresse, si vous avez des feedbacks sur ce qu'on vous a proposé comme format aujourd'hui, sur l'utilisation de la plateforme, sur la manière dont vous avez vécu les choses, parce qu'on vous voit un petit peu derrière nous, mais on n'est pas capable d'avoir un feedback complet. Donc n'hésitez pas, dans le chat, à nous faire des retours sur comment ça s'est passé pour vous, cet événement-là. Est-ce qu'on a une dernière question, Mathieu ? Alors juste, vu qu'on parlait de questionnaire de satisfaction et de feedback, je viens de vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. Il y a 5 petites questions, c'est hyper rapide et ça nous aide à nous améliorer et comprendre un peu comment ces formats vous impactent. Et écoute, non, là les gens, je pense qu'on continue leur après-midi ou sont partis. C'est bon. Ok. À moins que la régie ait eu quelqu'un en live qui aimerait discuter en direct avec nous. Je n'ai pas l'impression. Sinon, on a répondu aux attentes et on a répondu à un maximum de questions. Ouais, alors. Super, c'est ce qu'on voulait faire dans ce. On n'avait pas beaucoup de temps. Il y avait aussi des questions pour les intervenants. Il y avait des choses pour Béatrice à un moment donné sur la différence entre Climate et Cléo. Ok. Bah, je ne sais pas si toi tu as l'info, mais on fera tout notre possible pour remonter ces questions-là aux intervenants et essayer de construire une sorte de FAQ pour continuer à faire vivre le dans le e-book, on intégrera la FAQ et on répondra aux questions complémentaires via nos intervenants.
Donc si je pense qu'on est bon, Vincent. Dernière chose, merci beaucoup à Multicam de nous avoir accueillis, Multicam Space. Tout à fait. Merci à Cometti, extraordinaire. Merci Agathe. Merci pour cette expérience. Voilà. Merci à vous. Aux participants. Merci Mathieu d'avoir entretenu la flamme chez nos participants. Merci de votre participation sur le chat. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et on envoie le générique. Merci à vous. Au revoir. Bonne année.